Salut! Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une journée internationale de sensibilisation à l'autisme. Oui, et pour explorer ces troubles encore mal connus, nous recevons exceptionnellement deux invités ce matin. Steph Bonobriet, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même une personne autiste, vous militez dans différentes associations, notamment au sein de Paris, Personnes autistes pour une autodétermination responsable et innovante. À vos côtés, Thomas Bourgeron, bonjour. Bonjour. Neurogénéticien, vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur, professeur à l'Université Paris-Cité. Vous avez publié en 2023 chez Odile Jacob des gènes, des synapses, des autismes. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Alors, il n'y a pas un autisme, mais des autismes ou des troubles du spectre de l'autisme. Qu'est-ce qui les rassemble, Thomas Bourgeron? Quel est leur point commun d'un point de vue physiologique? Alors, déjà, d'un point de vue clinique, on peut dire que c'est surtout des difficultés dans les interactions sociales, dans la communication sociale, et aussi la présence d'intérêts restreints, répétitifs et des stéréotypies. Donc ça, c'est ce qui rassemble un peu. Après, c'est vraiment autisme avec un S, parce que c'est très très différent d'une personne à l'autre, avec des intensités de difficultés différentes d'une personne à l'autre. Et puis, on dit c'est autisme plus, parce que c'est rare que l'autisme arrive isolé. Il y a souvent ce qu'on appelle des co-occurrences, c'est-à-dire de la déficience intellectuelle dans 30 des cas, des problèmes sensorimoteurs avec des hyperacousies, hem, des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes de sommeil et c'est souvent ces problèmes qui sont aussi des problèmes majeurs pour les personnes et pour les familles. Mais le trouble premier, le trouble principal, c'est dans le développement du cerveau. C'est les synapses, je crois, qui sont Oui, particulièrement alors donc touchées. ce qu'on a identifié il y a 20 ans maintenant, c'est que donc il y a une très forte contribution génétique et les gènes codent pour des protéines qui vont faire des contacts entre les neurones, ces fameuses synapses et donc ces synapses sont probablement impliquées dans des circuits qui sont, des circuits neuronaux qui vont être impliqués dans la reconnaissance des émotions, dans les aspects de filtrage de l'information. D'un point de vue clinique, Steph Bonobriet, donc Thomas Bourgeron a dit qu'il y avait des caractéristiques qu'on retrouvait, des difficultés de communication sociale, un isolement important, ce qu'on appelle des stéréotypies. De quoi s'agit-il? Alors, la stéréotypie, au sens strict du terme, c'est des mouvements répétitifs, notamment sur le plan moteur. Après, c'est vrai qu'il faut aussi là, distinguer. Il y a un corps commun, on va dire, dans l'autisme. Et puis, il y a une expression de l'autisme qui varie grandement d'une personne à l'autre, et notamment dans ces stéréotypies, qu'on peut aussi parfois appeler autostimulation. Il va y avoir des personnes autistes qui peuvent être très envahies sur le plan des stéréotypies. Et puis, il va y avoir aussi des personnes qui expriment que parfois, ces autostimulations peuvent aussi les réguler, parfois, voire les aider, notamment à se concentrer. Donc il faut vraiment, en tout cas aujourd'hui, avoir une approche au niveau de ces mouvements répétitifs qui soit très objectivée, très bien analysée, pour savoir si effectivement c'est une façon pour les personnes autistes parfois finalement de trouver une sorte d'équilibre dans leur environnement, ou au contraire, parce qu'il ne faut pas nier les deux aspects, elles peuvent être envahissantes et contribuer à une forme d'isolement ou une manifestation aussi parfois d'anxiété, hein, ça peut également arriver. Et comme ça va aussi dans ce corpus-là avec des intérêts particuliers, on s'est aussi rendu compte que ces intérêts dits même restreints peuvent parfois aussi être une force, notamment dans certains métiers. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de voir, c'est qu'alors que ça a longtemps été vu comme uniquement finalement un aspect déficitaire, tous ces aspects d'autostimulation, d'intérêt restreint, aujourd'hui on essaye aussi d'être un peu plus objectif et de voir si parfois ça peut être aussi des leviers dans certains domaines ou certains aspects de la vie des personnes. Et à ces principaux traits s'ajoutent souvent des hypersensibilités sensorielles. Et ça, c'est un acquis de la recherche participative. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un mot, Steph Bonobriet? La recherche participative, elle contribue notamment à mettre les personnes directement concernées. Alors ça peut être aussi parfois les familles, hein. Quand on parle de recherche participative, on n'exclut pas non plus les parents, mais c'est vrai que ça a été quand même ces dernières années le fait aussi de redonner vraiment la voix aux personnes. Et donc là, le fait de faire rencontrer les chercheurs et les personnes directement concernées, ça a pu permettre aux personnes de s'exprimer sur la vie réelle, en fait, sur les choses qu'elles pouvaient, elles, rencontrer au quotidien. Et c'est vrai que tous ces aspects quand même sensorimoteurs
ont été apportées par les personnes elles-mêmes parce qu'elles pouvaient vivre au quotidien. Et ça a permis effectivement à la recherche de plus s'axer sur ce domaine-là. Et là encore, il y a des aspects au niveau sensorimoteur qui peuvent être parfois très envahissants et très invalidants pour les personnes. Et au contraire, d'autres qui vont être des sources de plaisir. Et là encore, des choses qui vont les pénaliser dans leur quotidien ou leur apporter des forces. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait des causes de l'autisme, Thomas Bourgeron? Vous avez commencé à nous en parler. On a découvert des facteurs génétiques vers 2003 environ. Où en est-on à l'heure actuelle et quelle part laisser aux facteurs développementaux? Alors en fait, donc vraiment la recherche sur l'autisme, vous l'avez vu, c'est de plus en plus une recherche participative et en plus une recherche multi-échelle. C'est-à-dire qu'on regarde la génétique, mais on regarde aussi le développement du cerveau par l'imagerie cérébrale. On regarde des aspects sensoriels. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu avant. Donc en fait, on connaît de mieux en mieux la partie génétique parce que c'est à peu près 87% d'héritabilité. Donc on ne se rend pas compte, mais partout dans le monde, les gens travaillent sur ces facteurs génétiques. Et ces facteurs génétiques ne veulent pas dire que c'est une fatalité. C'est-à-dire que vous avez à peu près entre 3 milliards de lettres, d'accord, dans votre génome, et à peu près 3 millions de variations entre vous et moi. Et ces variations peuvent être très très faibles, avec des effets très faibles, ou des effets très forts. Et donc c'est pareil, il y a une architecture génétique très très différente d'une personne à l'autre. Quelquefois, c'est une seule mutation, une seule variation sur les 3 milliards de lettres qui vont faire que vous ne parlez pas. Et puis des fois, c'est des milliers de variations qui vont faire que vous avez des difficultés. Donc toute cette architecture est regardée par les généticiens, mais pas que par les généticiens, par les gens qui font de l'imagerie. Et maintenant, on avait un peu oublié les personnes autistes. Et donc maintenant, les personnes autistes et leurs familles sont là pour nous dire un peu les priorités. L'objectif de ces recherches, c'est évidemment d'améliorer la prise en charge de ces troubles. Quels sont les différents soins et traitements, Steph Bonneaubriet, très rapidement? Alors, je crois qu'il faut être très large. C'est vrai qu'en France, on a encore une vision et une approche très médicale. Finalement, on parle encore beaucoup de maladies. L'autisme, c'est d'abord un handicap. Donc, soins, traitements, je crois qu'il faut élargir aujourd'hui cette vision-là. Et c'est une demande aussi des personnes autistes, des parents aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement éliminer ce qui relève du soin. Enfin, les personnes autistes peuvent avoir besoin, comme tout à chacun, de soins et de traitements. Il ne faut pas oublier que c'est un spectre extrêmement large. Par contre, il ne faut pas omettre non plus, et c'est mis en avant, notamment dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, tout ce qu'on va appeler l'accompagnement, et l'accompagnement aussi éducatif, les approches développementales. Donc ça, c'est quand même ce qui doit primer aujourd'hui dans l'accompagnement des personnes autistes. Après, comme l'a dit Thomas, il y a beaucoup de co-occurrences quand on a une épilepsie associée, quand on a une dépression chez les adultes, quand on a... Oui, là, il faudra évidemment des traitements. Merci beaucoup à tous les deux, Steph Bonneaubriet et Thomas Bourgeron. Merci.